Voilà. Donc, alors, pour finir ce chapitre, est-ce que vous arrivez à voir, s'il vous plaît, comme le PDF? شباب 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 Oui, monsieur Kevin. كيف PDF؟ Non, non. شهر D'abord, deuxième. C'est bon. Voilà, très bien. Donc, je vous rappelle, donc, la dernière fois, on s'est arrêté au niveau de. Non, je vous rappelle. Donc, ça, c'est une lumière. Donc, avant, ça, c'est ce qu'on appelle le polariseur. Donc, un polariseur, tout simplement, c'est une feuille en plastique fortement étirée dans une direction. Vous voyez, donc cette feuille-là, elle est étirée dans la direction verticale. Voilà. Cette direction est rendue conductrice par addition des ions I-, par exemple. Donc, avant le polariseur, vous avez un champ E de direction quelconque. Bien sûr que je peux décomposer dans la base cartésien une composante suivant X, une composante suivant Y. Alors là, on va constater que la composante de Y, puisqu'il est parallèle à cette direction, il va être absorbé, et on aura transmission de la composante EX. Voilà. La composante EY met en mouvement les électrons de la chaîne moléculaire. Donc, cette composante est absorbée, alors que la composante EX passe à travers le polariseur. C'est-à-dire, avant le polariseur, vous avez les deux composantes, EX et Y, dans E, mais après le polariseur, il reste uniquement la composante EX. Voilà. Donc, conclusion. Donc, après le polariseur, la lumière est polarisée suivant la direction EX, parce que c'est la seule composante qui reste. Voilà. Et c'est une polarisation, bien sûr, rectiligne. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est un analyseur? Un analyseur, c'est tout simplement un polariseur permettant d'identifier un polariseur. Donc, c'est simplement un polariseur permettant d'identifier une lumière polarisée rectilinément. Regardez, ça permet de polariser une lumière polarisée rectilinément. Ça veut dire, si vous mettez avant le polariseur, ça c'est ce qu'on appelle le polariseur. Si on met avant le polariseur une lumière non polarisée, après ce polariseur, on aura une lumière polarisée rectilinément, suivant EX. Vous voyez, donc l'index, cet index-là, il permet de savoir la direction de la polarisation après le polariseur. Donc c'est bien, donc cet index-là, il est suivant l'axe X. Donc la lumière avant, c'est une lumière non polarisée, vous voyez, dans toutes les directions. Après le polariseur, vous avez une seule composante, c'est la composante EX. Et donc là, après le deuxième polariseur, que j'appelle analyseur, alors là, vous avez une lumière aussi qui est polarisée rectilinément, toujours après le polariseur, vous avez une lumière polarisée rectilinément. Mais la différence par rapport à ce que vous avez ici, c'est que l'intensité va diminuer. Tout simplement pourquoi? Regardez. Et donc, si je prends cet index-là perpendiculaire à la première, au premier temps. Donc, on aura deux polariseurs qui sont perpendiculaires, qui permet de polariser bien sûr la lumière, donc celui-là verticalement, et donc c'est horizontalement. Par exemple, si je mets cet index-là, suivant l'axe OY. Donc, la lumière avant, elle est polarisée rectilinément,
notre polariseur, l'index est perpendiculaire à la direction de la polarisation. Donc, on aura normalement, après le deuxième polariseur, on aura l'obscurité. C'est-à-dire rien, on aura 0. Tout simplement parce que alpha égale à pi sur 2. Donc, E0 fois cosinus alpha, alpha égale à pi sur 2, donc on aura 0. Cosinus pi sur 2, c'est 0. Voilà. Et donc, supposons, alors, une question. Supposons que vous avez, donc, avant le polariseur, vous avez une lumière polarisée elliptiquement. Qu'est-ce qu'on peut avoir après le polariseur? J'attends la réponse. EX. Lumière. Une lumière polarisée comment? Polarisée rectiligne. Voilà, toujours après le polariseur. Très bien. Donc, on aura une lumière polarisée rectilièrement. Si vous avez avant le polariseur une lumière polarisée circulairement, qu'est-ce qu'on peut avoir après? La même chose. La même chose. Toujours après le polariseur, on aura une lumière polarisée rectilièrement. Maintenant, si vous mettez un deuxième polariseur, quels sont les cas qu'on peut trouver, ou bien quels sont les cas qu'on peut discuter? Qu'est-ce qu'on peut avoir après l'analyseur? Quand est-ce que, s'il vous plaît, à partir de ce schéma-là, quand est-ce qu'après le polariseur, dans quelle configuration, dans quelle position de l'index, rien ne se passe si vous mettez un analyseur après le polariseur? Si les deux indices ont la même sens. Très bien. Très bien. Ça veut dire alpha égale 0. 0. Très bien. Très bien. Donc, si alpha égale 0, après l'analyseur, on aura EX. Si alpha égale à pi sur 4, qu'est-ce qu'on aura après le polariseur? Après l'analyseur plutôt? On aura cosinus alpha égale sinus sur 2 fois EX. Ça veut dire que vous prenez la composante que vous avez avant, vous la multipliez par cosinus pi sur 4. Voilà. Ça, d'une part. D'autre part, on peut définir ce qu'on appelle l'intensité lumineuse que vous avez vu en optique physique. Hein? Vous avez traité le phénomène d'interférence, hein? La superposition de deux ondes. Mais là, on doit définir ce qu'on appelle l'intensité. Parce que si vous avez, par exemple, si vous avez le système Trodiang, par exemple, Trodiang, vous avez la source S1 et la source S2. On dit qu'on a interférence au point M sur l'écran si l'intensité au point M est différente de I1 plus I2. Donc, on est obligé de définir ce qu'on appelle l'intensité. Alors, I est défini à partir de vecteur Poynting. C'est la valeur moyenne de module de vecteur Poynting. Ou là, vous avez vu, je crois, I est égal à E fois E étoile, c'est ça? Pour l'intensité. Comment vous avez défini l'intensité? Bon, c'est pas grave. Donc, l'intensité I est égale à E fois E étoile, ou bien tout simplement, la définition exacte, c'est égal à la valeur moyenne de module de vecteur Poynting. Voilà. Maintenant, la loi de Malus. Qu'est-ce que c'est la loi de Malus? Avant le polariseur, la lumière est non polarisée. Pour une notation complexe, le champ électrique se propageant dans le vide et dans le sens des Z croissants, donc est donné par cette expression-là. Et donc, avec E0 est égal à E0x plus E0 égal. Donc, pour E, vous avez deux composantes. À votre avis, pourquoi la composante E0z égale à 0? Parce qu'il doit être perpendiculaire.
À quoi? À l'électropropagation. Il doit être perpendiculaire à K. Puisqu'il s'agit d'une lumière monochromatique, hein, vous avez exponentielle, ça veut dire le cosinus monochromatique. Donc, vous savez que si vous avez une onde plane monochromatique, que la structure de l'onde plane, monochromatique, on a dit que B est égal à K vectoriel E divisé par oméga. Ça veut dire que K et E et B forment un trièdre direct. Donc, K et E sont perpendiculaires. Or, K, d'après l'expression ici, il reste uniquement K, ça veut dire K est égal à K et Z. Or, E et K sont perpendiculaires, donc automatiquement la composante EZ égale à 0. Alors, est-ce que, à votre avis, puisque vous avez deux composantes, ici X et Y, est-ce que vous pouvez prévoir, sans faire les calculs, sans savoir l'expression de E0X et E0Y, est-ce que vous pouvez savoir la nature de polarisation, de manière générale? Elliptique. Non, je ne sais pas. Ah, effectivement, et d'une manière générale, c'est elliptique ou bien non polarisé. Par exemple, le cas que j'ai traité ici, j'ai traité non polarisé, mais dans ce cas-là, c'est donc le cas général, c'est elliptique normalement. Alors, d'où l'expression, d'après l'expression que vous avez, l'expression de l'intensité avant le polariseur. Donc, je mets ici I avant le polariseur, c'est tout simplement le module de E0 au carré divisé par 2 mu0 fois C. S'il vous plaît, alors, 2 mu0 C. Chabal, s'il vous plaît, donc au tableau, regardez. Sur le tableau, normalement, I est égal, en principe égal à la définition, ou bien des fois on écrit E fois E étoile, conjugué, c'est la même chose. Normalement, ce qui est vrai, c'est ça. E, c'est tout simplement E au carré. Le module de E au carré pour pouvoir éliminer la partie complète. Mais normalement, ce qui est réel, la définition exacte, c'est ça. Ça veut dire la définition normalement, il vaut mieux mettre toujours un alpha ici. Alpha. Donc l'intensité est proportionnelle à E au carré. Normalement, ce n'est pas égal à E au carré, mais il est proportionnel. En réalité, c'est égal à la valeur moyenne de vecteur Poynting. Et cet alpha-là, c'est tout simplement le coefficient que vous avez sur le document. C'est 1 sur 2 mu0 fois C fois E au carré. Voilà. Voilà l'expression normalement de champ E. Donc, on détermine ce qu'est. Bon, c'est cette expression-là à partir de la définition. Hein, il suffit de remplacer le P. On remplace le P par son expression. Le vecteur Poynting, c'est tout simplement. Allez-y, le vecteur Poynting, c'est E vectoriel sur mu0. C'est E vectoriel B sur mu0. Vous êtes d'accord? Et donc, le E vectoriel B, donc vous savez que E ici, à quoi est égal E? C'est égal à E, on va dire fois exponentielle I oméga T moins KZ. Donc ça est M. Alors, pour B, alors, est-ce que vous pouvez me donner directement l'expression de B, de manière générale? L'expression de B, c'est
c'est BM fois exponentielle de M. Quantité. Mais attention, pour calculer le vecteur politique, vous devez passer aux notations réelles. Toujours pour calculer, il faut prendre B, normalement c'est réel de E, produit de réel de B. À quoi est égal réel de E? Le réel de E. M cosinus. Alors, s'il vous plaît, sachant que ce E-là, normalement, dans notre cas, c'est réel. Hein. Le Bmax et le Bmax et le max sont des réels. Allez-y, à quoi est égal le EM cosinus oméga t moins Cosinus oméga t moins kz. égal à EM cosinus produit vectoriel BM cosinus. D'accord? Divisé par mu0. Là, vous avez, sachant que, allez, quelle est la relation entre le module BM et EM? Quelle est la relation? M sur C. Hein? M sur C. Égal à M sur C. M sur C. Donc, B est égal à M sur C. Ou je peux mettre tout simplement EM. Hein. EM, c'est la même chose. Hein. Et donc, finalement, il reste EM. Et EM et BM sont perpendiculaires. Hein, le vecteur. Ils sont perpendiculaires. Donc, ça veut dire que c'est le module de EM qui est égal à E fois BM. Le module de BM, c'est tout simplement EM sur C. Donc, ça devient E carré sur C. Mais là, vous avez un mesure, donc un mesure ici, fois cos carré, fois cos carré. Fois cos carré. Donc, I, c'est la valeur moyenne de vecteur Poynting. Et normalement, ça, c'est suivant Z. Parce que c'est pi. Alors, je prends la valeur absolue de pi. Donc, ça, c'est positif. Ça aussi, c'est positif. Ça veut dire que je dois éliminer le UZ. Et quelle est la valeur moyenne de vecteur Poynting? On remplace cosinus au carré par 1 demi. Très bien, je remplace tout simplement cos carré par 1 demi. Donc, il reste E carré sur 2 fois mesure fois C. C'est bien, donc c'est l'expression que vous avez sur le document de cours. Vous êtes d'accord? C'est clair? Monsieur, Oui, mademoiselle. égal à E sur C, c'est seulement pour une onde de plane. Oui, bien sûr, là, bien sûr, je parle dans le cas d'une onde de plane. D'accord. Dans le cas d'une onde de plane, bien sûr. Et bon, de toute façon, mademoiselle, les équations de Maxwell, ça permet de résoudre les problèmes. Normalement, c'est la relation entre s'il vous plaît. Alors, je vais passer. L'équation de Maxwell, mademoiselle, Maxwell-Faraday. Allez-y, mademoiselle. L'équation de Maxwell-Faraday. Tu peux me donner l'équation de Maxwell-Faraday? Rotationnelle de E égale à moins delta P sur delta T. Donc, le rotationnel, je peux le passer par là-bas. Allez-y. Vectoriel E. Vectoriel E, très bien. Alors, notation complexe maintenant. Je passe aux notations complexes. Se lier.
le nabla devient, je prends l'exemple de l'exponentiel au exponentiel I facteur de oméga t moins K1. Alors, à quoi égard donc le nabla? Si vous faites la dérivée par rapport à l'espace, il faut sortir le moins K et J. Tu es d'accord? Oui. Et donc, c'est I avec le moins K. Produit vectoriel égal. Alors, la dérivée par rapport au temps, il faut sortir quel paramètre? Il faut sortir ici. Quel est le coefficient qu'il faut sortir? La dérivée par rapport au temps. Oméga. Si tu dérives ça par rapport au temps, il faut sortir quel paramètre? I oméga. I oméga, ça veut dire. Donc, je remplace la dérivée par rapport au temps avec moi I oméga, avec le signe moins, donc c'est I oméga, fois B. Et donc là, vous voyez, je simplifie par I oméga, bon, I, il reste finalement B est égal à quoi? À K divisé par C. Cette écriture-là, elle est valable que ce soit en notation complexe maintenant, le résultat final, il est valable que ce soit en notation complexe ou en notation réelle. Alors, maintenant, mademoiselle, on a démontré que la notation oméga. On a démontré à partir de la relation de D'Alembert. Vous savez la relation de D'Alembert, mademoiselle? L'équation de propagation, c'est delta x moins 1 sur c carré, d carré de x sur dt égale à 0. Donc, il est valable que ce soit pour le champ E et pour le champ B. Donc, x et peut soit E, soit B. À partir de cette équation, si vous... Oui, on a déjà fait ça. Hein? Oui, monsieur, j'ai compris, on a déjà fait ça. Très bien, on a montré que K c'est égal à quoi? À oméga sur C. Bien sûr, c'est. Ça veut dire K sur oméga c'est égal à 1 sur C. Ça veut dire que c'est égal, donc on va dire à U, un vecteur U unitaire de la direction fois E, divisé par C. Et donc, si vous passez au module, donc U, donc B égale U, c'est un vecteur unitaire sur module. Le module de U, c'est 1, fois le module de E qui est égal à E. Donc, je passe au module. BC. Voilà, c'est E, fois sinus combien? À votre avis, sinus entre K et E. Question 2. Question 2. Et sinus question 2, c'est 1, donc B est égal finalement à E sur C. Tu vois, mademoiselle? Oui, monsieur. C'est clair. Donc, cette démonstration que j'ai faite, bien sûr, il est valable pour le long de plane. La démonstration que je fais, j'ai considéré que long des planes. C'est bon? Alors, je passe maintenant. Voilà, donc ça c'est l'expression de... Donc avant le polariseur, vous prenez le module de E divisé par 2. Maintenant, entre le polariseur et l'analyseur. Alors là, ce que je fais, mademoiselle, ici et les autres, bien sûr, regardez, j'ai essayé de calculer l'intensité ici, avant l'analyseur, calculer l'intensité avant que le polariseur, calculer l'intensité I entre polariseur et analyseur et finalement calculer l'intensité après l'analyseur. Alors, je reviens. Alors, avant le polariseur, voilà l'expression que vous avez. Après le polariseur, c'est-à-dire après le polariseur et avant l'analyseur. Le champ, après le polariseur, il est polarisé d'une manière
rectiligne. C'est-à-dire polariser rectilinément, suivant la direction X. Ça veut dire la seule composante dans le champ que vous avez la composante de X. Vous voyez? Ça veut dire l'intensité que je note est 0 entre le polariseur et l'analyseur. L'intensité est égale, que je note est 0 est égal à E0x au carré divisé par 2 mesure C. Maintenant, après le polariseur, plutôt après l'analyseur, l'intensité au plus du champ E que vous avez après l'analyseur, vous avez E0 x cosinus alpha. Donc Ex cosinus alpha, c'est l'expression de champ. Donc il suffit d'élever la composante que vous avez avant qu'on multiplie par cosinus carré. Donc vous voyez, donc c'est bien. Donc finalement, cette intensité-là, c'est ce qu'on appelle l'intensité E0. Et donc I est égal à E0 cosinus carré de alpha, ce qu'on appelle la loi de Malus. Donc la loi de Malus dit que si vous avez une lumière polarisée rectilinément, regardez, je vais. Alors, s'il vous plaît, donc j'ai fini avec ça, j'ai fini donc ce chapitre-là. Au tableau, s'il vous plaît. Alors, regardez, je récapitule. Vous avez une lumière, donc ça c'est le polariseur. Ça c'est l'analyseur. Alors je suppose que ce polariseur, voilà l'indice suivant par exemple X. Par exemple. Donc si vous avez une lumière ici quelconque, un champ quelconque ici, polarisé soit circulairement, soit elliptiquement, soit non polarisé, c'est-à-dire n'importe quoi, non polarisé. Hein? C'est ici que je note I avant le polarisé. Quelle est la nature de la lumière qu'on aura ici entre les deux polariseurs? Vous avez un champ comme ici, un E. Après le polariseur, qu'est-ce qu'on aura? La chaleur. E0x. Voilà, on aura X. Très bien. La composante E0X. On aura une lumière. Regardez, donc ici, vous avez deux composantes pour le champ. Vous avez la composante X. La composante X et la composante Y. Ça, c'est la composante X. La composante Y sera absorbée. Donc, on aura uniquement après le polariseur la composante EX. Je note E0X. C'est la composante qui sort. Après, bien sûr, donc l'intensité, alors, quand il y a l'intensité ici, I, que je note I0. I0, c'est l'intensité après le polariseur. À quoi c'est égal? Je prends toujours le module de E au carré divisé par, ou bien directement vous écrivez, c'est égal toujours IA, je peux directement écrire c'est alpha fois E au carré. Allez-y, quand il y a la valeur de X ici, l'expression de E0. EX au carré. Très bien, c'est E0X au carré. Très bien. Après, maintenant l'analyseur. Je suppose que l'analyseur, bien sûr, est orienté
Donc cet angle-là, c'est l'angle alpha. Et le champ ici, il sera orienté dans cette direction. C'est pas aller toujours à, vous voyez, c'est pas aller toujours à l'index. Donc ça sera orienté dans ce sens-là. À quoi est égale l'expression maintenant de champ, la composante que vous avez ici? C'est E0 x cosinus alpha. Ou 0 cosinus alpha. D'accord? Et donc l'intensité, à quoi est égale ici? Le champ I. Là même, I0, on va la multiplier par cosinus. Très bien, donc c'est tout simplement le module. Le module de ça, au 0x fois cosinus alpha au carré. Ça veut dire que c'est égal à quoi? C'est égal à alpha au 0x au carré fois cos carré de alpha. Donc la relation et ce terme-là, c'est tout simplement I0. Ça veut dire que I0, I après le polariseur, plutôt après l'analyseur, c'est égal à I0 avant. C'est ce qu'on appelle la loi de Malus. C'est la loi de Malus. Voilà. C'est la loi de Malus. D'accord? Alors, remarque qu'on peut également étudier l'état de polarisation du nombre de plaques progressivement monochromatiques à l'aide des lames à retard ou des lames cristallines, lames, ce qu'on appelle les lames Cardon et lames de micron. Donc, ça, je ne vais pas traiter ça. Donc, maintenant, s'il vous plaît, je vais passer rapidement ce qu'on appelle électromagnétisme des milieux. Et je vais commencer par les milieux diélectriques. Milieu diélectrique et milieu aimanté. Et je crois qu'on va traiter en détail les milieux diélectriques, mais par la suite, vous ne faites pas l'analogie. Vous pouvez retrouver les mêmes résultats pour les milieux magnétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un milieu diélectrique? Monsieur, Mademoiselle. Monsieur, j'ai une question à propos de la loi de Malus. Monsieur, on a parlé seulement du champ électrique. On n'a pas parlé du champ magnétique. C'est la même chose, mademoiselle. Le champ électrique et le champ électrique et le champ magnétique, c'est la même chose. C'est un couple. Mademoiselle, je parle de champ magnétique. Implicitement. Monsieur, si EX est polarisé suivant EX, donc le champ magnétique est polarisé suivant EY? Non. La polarisation, elle est définie toujours à partir du champ E. On définit la polarisation à partir du champ E. La définition est donnée par rapport au champ E. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parlé, qu'on n'a pas introduit, ça veut dire qu'on n'a pas l'effet du champ B. Si on a l'effet du champ E, donc le champ B plutôt, intervient dans I. Mademoiselle, qu'il est la définition de I, intensité lumineuse, la définition de départ. La valeur moyenne du module de pi. Vecteur quantique. Et dans pi, qu'est-ce que vous avez dans pi en réalité? Vectoriel P. Voilà, donc vous avez P. Sauf qu'on a remplacé B en fonction de E. C'est pour cela que vous avez ici E au carré. Vous avez un E qui vient de E, de champ électrique, et l'autre E, il vient de champ B. Est-ce que tu es d'accord? Oui, monsieur. Merci. On a la contribution de champ magnétique dans I, dans l'intensité I. Alors bien sûr, pourquoi je parle de l'intensité I et pas E et pas B? Parce que, attention, notre œil n'est pas sensible au champ E et n'est pas sensible au champ B. Notre œil est sensible à quoi? À l'intensité lumineuse.
ce qu'on peut détecter avec un détecteur l'intensité lumineuse. C'est vrai, je peux mesurer le champ E, et un détecteur normal, ce qu'on voit sur l'écran, parce que vous avez fait les TP d'optique. Les TP d'optique, formation par exemple des images en optique géométrique, ou bien phénomène d'interférence en optique physique, ou bien phénomène de diffraction aussi. Je ne sais pas, est-ce que vous avez fait les TP en optique? Mademoiselle. Oui, monsieur Delars. Donc, vous avez les TP, et vous avez donc, en optique, bien sûr, on a besoin d'un écran. Un écran pour observer, bien sûr, le phénomène. Voilà. Avec l'écran, votre œil, ce que vous voyez sur l'écran, ce n'est pas le champ E, ce n'est pas le champ B, mais ce que vous voyez, c'est juste l'intensité lumineuse. C'est la lumière que vous voyez. La distribution de l'intensité lumineuse. Et là, je ne sais pas, donc, ce que vous avez observé, s'il vous plaît. Achète-toi, mademoiselle TP, pas une TP de tout. Monsieur Delars, بعد ديال لي تي بي. ديالاش بحالاش اش نضرب اكزومبل شوف دابا تي بي ديالاش درتو Les trous d'ion. Voilà, trop dur, très bien. Les interférences. Les interférences Wilson. Les interférences Avec Wilson. ما سمعتكش mademoiselle. Les interférences Wilson. Les interférences de... Ah, vous avez fait le mécanisme. Ah. Ah oui, donc interféromètre de mécanisme. Vous avez utilisé un... Ah oui, c'est bon. Donc, Oui. OK. Alors, donc soit pour mécanisme, ça dépend les lames. Ça dépend les lames que vous avez. Donc, vous avez une lame semi-conductrice. Voilà, et les miroirs que vous avez. Est-ce que vous avez des miroirs qui sont... Parce que là, vous avez un autre miroir. De toute façon, on peut travailler dans plusieurs configurations, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le principe, bien sûr, de réaliser les phénomènes d'interférence, mais ce qui m'intéresse, c'est la figure d'interférence. Regardez. Alors, pour la figure d'interférence, vous avez vu sur l'écran, vous avez vu, je crois, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Hein? Oui, monsieur. Vous avez vu les anneaux. Ça, c'est ce qu'on appelle des anneaux, des anneaux d'interférence, figure d'interférence. Et là, ici, vous avez la lumière. Ici, il n'y a rien. Lumière, rien. C'est ce qu'on appelle la distribution de l'intensité. Ce que vous voyez ici, c'est la distribution de l'intensité. C'est la distribution de l'intensité, bien sûr, qu'on peut calculer à partir de I1 plus I2 plus 2 fois, je crois, racine de I1 et 2 cosinus de pi sur la fois delta. Donc, et vous trouvez finalement, si vous faites l'électrodium par exemple, pour l'électrodium par exemple, vous avez vu sur l'écran, si vous prenez l'électrodium, S1, S2, et donc, voilà, ici, la source principale SA, donc vous avez une lumière qui passe par SA, qui passe par S2, après, bien sûr, au niveau de l'écran ici, là, vous avez l'interférence, bien sûr, au point M, mais ce que vous voyez sur l'écran, vous voyez des franges rectilignes, comme ça. Chez les cheveux-là? Oui, monsieur. Ce qu'on appelle les franges. C'est la figure, ce que vous voyez ici, c'est la figure, ce qu'on appelle figure. Figure d'interférence, ce qu'on appelle la distribution de l'intensité. C'est la distribution de l'intensité I au point 1.
Comment on varie la densité au problème? Je crois, si vous prenez S1 et S2 sont identiques, vous allez trouver quelque chose comme ça, 2 fois S0, fois 1 plus cosinus. Je prends cette distance-là, vous avez pris cette distance-là entre les sources égale à rond D, et la distance entre S1 et S2 égale à petit h de 3, donc ça va donner, donc cosinus de pi sur lambda à x sur d. Voilà. Et voilà, lambda à x sur d, donc je suppose que ça c'est l'axe x. Donc vous voyez la distribution. Donc, on n'a pas parlé du champ E, ni du champ B. Mais attention, le champ E et le champ B, il est dans I. Parce que I est égal à la valeur moyenne de vecteur politique. Ça veut dire la valeur moyenne de E vectoriel B divisé par mesure au module et vous prenez la valeur. Vous voyez? Donc, dans I, vous avez E et vous avez B. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur, merci beaucoup. Voilà. Non, il a des questions. T'as des questions, mais je ne donc, une question de temps, ça fait. Aucun problème. Voilà. Alors, maintenant, pour comprendre ce que je vais faire, je vais reprendre tout ce qu'on a fait. La philosophie de l'électromagnétisme des milieux, les milieux électriques. Alors, ce qu'on a fait auparavant, on a étudié la propagation des ondes, les différentes relations entre le champ E et le champ B, et les expressions de champ E et de champ B dans le vide. Vous êtes d'accord? Ça veut dire, alors donc, s'il vous plaît, au tableau, je vous remercie pour la عليكم. حيت باش تفهموا واش نبي ندير. شباب الله يبارك عليكم، شوفوا مزيان. Donc, شنا les équations de Maxwell. Les équations de Maxwell, je n'en fais le vide, n'est-ce pas? Le vide. La première équation, je n'ai. La première équation, s'il vous plaît. Divergence de E égale à 0. Donc là, dans le vide, l'équation de Maxwell, dans le vide. Alors, divergence de E égale à 0. Allez-y, deuxième. Rotation de E égale à la variation de champ P. C'est égal à moins d de P, la variation temporelle. La troisième. شباب شوفوا مزيان. شباب, vous avez une question le jour de l'examen, certainement vous aurez une question sur les équations de Maxwell. Citez les équations de Maxwell. Local. خصكم تحفظوهم. تعرفوا واش le vide ou là dans un milieu. Là, c'est dans le vide. Donc divergence égale à là. L'autre. Allez-y. Divergence de P égale à 0. Très bien. La dernière. Rotationnelle de P égale à mu 0 epsilon 0 des rangs de E sur des rangs de T. C'est égal? Mu 0 epsilon 0. Mu 0, très bien. Des rangs de E sur des rangs de T. Très bien. J'insiste, ces équations-là, ce sont des équations dans le vide. D'accord? C'est bon? Maintenant, la question, qu'est-ce qui se passe lorsque on parle d'un milieu
autre que le vide. Par exemple, le milieu diélectrique. Un milieu diélectrique. Que deviennent ces équations? Est-ce qu'on va garder les mêmes équations? Ou bien Qu'est-ce que ça veut dire un milieu diélectrique, monsieur? Ou bien il faut apporter des modifications à ces équations-là. Oui, monsieur, oui. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire un milieu diélectrique? Très bien, voilà, c'est ce que je dois définir. Parce que pour pouvoir écrire les équations de Maxwell dans... Très bien, voilà, c'est ça, c'est un isolant. Parce que pour pouvoir écrire les équations de Maxwell, hein, dans un milieu, il faut savoir les caractéristiques du milieu. Est-ce qu'il contient des charges? Est-ce qu'il contient des courants ou non? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, il faut définir qu'est-ce que ça veut dire un milieu diélectrique. Très bien. Alors, là, pas forcément, donc pas de charge. Non, attention. C'est pas forcément ça. Alors, regardez. Un milieu diélectrique, c'est tout simplement un milieu matériel non conducteur. Non conducteur. Non conducteur, ça veut dire quoi? Absence de charge. Alors, avant de passer, s'il vous plaît, avant de terminer la définition, quels sont les types de charges que vous avez? Soit les charges positives ou bien les négatives. Non, c'est pas dans le sens de... Non, dans le sens de mobilité. Je parle dans le sens de mobilité. Ce n'est pas le signe de la charge. Effectivement, vous avez des charges positives et des charges négatives. Mais je peux prendre la valeur absolue. Soit qu'ils sont dynamiques ou ils sont statiques. Dynamique statique, ça veut dire, c'est-à-dire Variable. Des fixes et variables. Variable, non. Alors, il y a ce qu'on appelle des charges libres et charges liées. Alors, mais les deux types de charges, les Kéni. Kéni deux types, Kéni de charges liées et de charges libres. Les charges liées, ce sont des charges liées fortement ennoyées, c'est-à-dire ne peut pas se déplacer, bien sûr, à grande distance, ne peut pas se déplacer, mais des charges libres, ils peuvent se déplacer en appliquant une force. Si vous avez une charge libre Q que vous mettez dans un champ électrique, bien sûr, cette charge-là, elle va subir l'effet du champ E à travers la force F égale à Q fois E, mais cette charge-là, est-ce que se déplace toujours? Est-ce que le fait juste d'appliquer un champ E sur une charge, cette charge-là se déplace? Elle peut être libre. Bien sûr, s'il est libre. S'il n'est pas libre, ça veut dire s'il est fixe par une moyenne, donc cette charge-là, c'est vrai, elle est soumise bien sûr à l'effet du champ E, mais il ne peut pas se déplacer parce qu'il est fixe, il est solidaire. Par exemple, alors regardez, donc sur l'écran s'il vous plaît, pour comprendre déjà. Alors, pourquoi pas forcément, monsieur? C'est-à-dire quoi? Pas forcément. Ce que tu veux? Alors, s'il vous plaît. Alors, imaginez, hein. Imaginez, vous avez donc un truc, regardez, un truc comme ça, en mécanique. Si vous appliquez une force F, alors cet objet-là va se déplacer. C'est logique. Alors imaginez que si vous bloquez cet objet, si vous avez bloqué cet objet-là, ici, est-ce que le fait d'appliquer la force, l'objet se déplace? Est-ce que dans ce cas-là, l'objet se déplace? Pas le terme. Hein? Non, monsieur. Non, l'objet ne peut pas se déplacer. Pourquoi? Parce qu'il est bloqué.
il est bloqué. C'est pas. Donc, de même, il y a deux types de charges. Par exemple, si je prends. Aïe, aïe, aïe. Alors, si je tape. Non, c'est pas grave. Alors, l'année dernière, je crois, au baccalauréat, je crois, l'année dernière, vous avez fait, donc vous avez étudié les atomes. Donc, vous avez, par exemple, l'atome d'oxygène, par exemple, oxygène, Z est égal à combien? À 8. Donc, si vous faites la configuration, vous avez K2, L, 6, c'est ça? Donc, vous avez le noyau, vous avez la couche K, qui contient deux électrons, et vous avez la couche L. En réalité, c'est pas en réalité, ça c'est 1s2, ça c'est 2s2, et 2p4. En réalité, vous avez deux autres couches, la sous-couche S et la sous-couche. Donc, vous avez deux autres électrons ici. Et sur la couche externe, vous avez 4 électrons. Vous avez un électron, deuxième électron, troisième électron, quatrième électron. Alors, ces électrons-là, les électrons de la couche, normalement ici, on a la case, il contient. Alors, bon, ce n'est pas la peine de retenir ça, donc l'essentiel pour moi, c'est de savoir qu'il y a deux types d'électrons. Alors là, vous avez 4 électrons. Sur cette case-là, vous avez 2 électrons. Et là, vous avez 2 électrons, c'est ce qu'on appelle des électrons célibataires. Ce sont des électrons libres. Un électron avec, c'est un électron libre. Celui-là, libre. Pourquoi? Parce qu'il est loin de noyau. Donc, celui-là, il est moins libre par rapport à celui-là. Et celui-là, c'est ce qu'on appelle la couche externe. Ce sont des électrons fortement liés au noyau. Ça veut dire, si vous appliquez une force, c'est cet électron-là qui se déplace, et pas celui-là. Bref, ce que je veux dire, qu'il y a deux types de charges. Il y a deux types de charges. Deux types de charges. Deux types. Les charges libres et les charges, les charges libres et les charges liées. Les charges libres peuvent se déplacer et les charges liées ne peuvent pas se déplacer. Bien sûr, on peut avoir des petites vibrations, mais elles ne peuvent pas se déplacer à grande distance par rapport, bien sûr, par rapport à charge liée. Et donc, ça veut dire que je peux définir ce qu'on appelle le ρ, je peux définir ce qu'on appelle ρ libre, et je peux parler de ce qu'on appelle ρ. Il y a deux types de densité volumique. Il y a des densités volumiques associées aux charges libres dotées à ρ libre et densité de charge volumique ρ liées associées aux charges libres. Ce sont des charges libres. Très bien. Alors, je reviens maintenant au milieu diélectrique. Alors, s'il vous plaît. Alors, un milieu diélectrique est un milieu matériel, non conducteur. Les porteurs, répétez le porteur ici, je dois. Alors, les porteurs de charge ne peuvent pas se déplacer librement sur de longues distances. Pourquoi? Parce qu'un conducteur ne contient pas les charges libres. Il contient les charges, plutôt un
Un milieu électrique plutôt ne contient pas les charges libres. C'est un non-conducteur. C'est ce qu'on appelle un milieu isolant. Il s'agit d'un matériau isolant. Cependant, les porteurs de charge, ce qu'on appelle les électrons des atomes par exemple, peuvent se déplacer autour des atomes sous l'effet d'un champ électrique extérieur, ce qui entraîne une polarisation locale de la matière. Alors, ce que je veux dire ici, c'est qu'un milieu électrique, c'est un isolant. Les charges qu'il contient ne peuvent pas se déplacer, je soulignais, sur des longues distances. Ça veut dire qu'il peut se déplacer autour du noyau, mais ils ne peuvent pas se déplacer à grande distance. Vous êtes d'accord? Donc, une fois vous avez... Alors, imaginez, alors sur le tableau, s'il vous plaît, donc là, on définit ce qu'on appelle, regardez, ce qui entraîne une polarisation locale. Polarisation, on va définir qu'est-ce que ça veut dire vecteur polarisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vecteur polarisation d'un matériau? Alors, je vous rappelle que l'année dernière, vous avez vu ce qu'on appelle le dipôle et moment dipolaire. Dipôle et moment dipolaire. Plus Q, situés respectivement en deux points N et P, distants de A, ça veut dire la distance NP est égale à A, très petite devant les autres distances envisagées. Alors, on définit alors le moment dipolaire de la distribution par le vecteur P est égal à Q N fois P. Est-ce que vous avez déjà vu cette définition? Le moment dipolaire, est-ce que vous avez vu le dipôle l'année dernière? Chebab. Chebab. Ouais, je tout le moment dipolaire, l'infect, il est là. ما درتوش ياك يلا جاوبوني ها يلا إيمان سي عبد الإله قريمي خديجة أعدي واش فايتلكم شتو هادشي ولا لا؟ Oui. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire un moment dipolaire ou la معقدوش؟ ماشي مشكل. ها؟ ما عقلناش. ما عقلتوش. Ok, donc voilà. Donc, un dipôle tout simplement. Alors, sur le tableau, alors je vais. Alors, s'il vous plaît. Bien. Alors, si vous avez une charge positive, et une charge négative, la charge négative placée au point N, la charge positive placée au point P. Une fois que vous avez ce qu'on appelle un dipôle. Un dipôle, tout simplement, un dipôle. Un dipôle, tout simplement,
c'est l'association de deux, de deux charges opposées. Et je peux définir ce qu'on appelle le moment des polarités par la charge Q, la valeur absolue de la charge Q, fois le vecteur LP. Ça, c'est ce qu'on appelle le moment dipolaire. Quelle est l'unité de P, le moment dipolaire? Le coulomb fois le mètre. Voilà, très bien, c'est coulomb mètre. Coulomb mètre. Alors là, c'est un paramètre qui est très important dans le sens que si vous prenez par exemple l'atome d'hydrogène, si vous prenez l'atome d'hydrogène, si vous prenez l'atome d'hydrogène par exemple, l'atome d'hydrogène, à quoi est égal Z pour l'atome d'hydrogène? Égal à 1, très bien. Égal à 1. Ça veut dire l'atome d'hydrogène, je peux voir l'atome comme étant quoi? Vous avez un noyau qui contient un proton. Quelle est la charge de proton? Très bien. Donc, Q égale E. Et bien sûr, autour, vous avez un électron qui gravite. Je prends l'électron ici. Quelle est la charge de l'électron? La charge de l'électron, c'est moins Q, puisque la charge de l'électron est égale à moins E. Donc je peux voir, vous voyez, je peux voir l'atome d'hydrogène comme étant un dipôle, parce que vous avez une charge positive et une charge négative. Donc au lieu de parler pour les physiciens, alors les chimistes parlent de l'atome d'hydrogène H, il réagit avec, je ne sais pas, donc voilà, une réaction chimique, etc. Mais les physiciens, pour étudier les propriétés électriques de l'hydrogène, ils peuvent traiter l'atome d'hydrogène comme étant un dipôle, de moment dipôle P est égal à E fois la distance, c'est-à-dire le rayon de l'atome d'hydrogène. Et bien sûr, avec ce P-là, je peux exprimer le champ E, etc. Parce que le champ E, le potentiel créé par le dipôle, on a un point M de l'espace. Alors, donc, je vais essayer de résumer et de vous donner l'essentiel. De toute façon, on aura l'occasion peut-être de revoir les choses qui sont compliquées. Alors, j'ai défini le moment dipolaire. Alors, pour les moments dipolaires, ça, c'est pas. Alors, vous voyez, par exemple, regardez. Par exemple, si vous prenez l'atome par exemple, la molécule HCl, vous voyez que on dit H plus ici L moins. Vous avez la charge plus ici et vous avez une charge moins. Donc, vous avez un dipôle de moment dipolaire, bien sûr, qui est dirigé toujours de la charge moins vers la charge plus. Parce que là, pour P, c'est Q, la valeur absolue de la charge, fois NP. Ça veut dire ce vecteur-là, le P, le moment dipolaire, c'est un vecteur. C'est un vecteur qui est dirigé de la charge 1 vers la charge E+. Donc, c'est bien ce que j'ai noté ici. Donc, il est égal à 1,8 de D. Donc, avec 1D, c'est égal à 1 sur 3, 10 puissance moins 29 cm, colomètre. Alors, pour la molécule, par exemple, H2O. Pour la molécule H2O, alors, vous avez H ici plus et vous avez moins ici, parce que là, vous avez delta plus. Et pour l'oxygène, vous avez 2 delta moins. C'est pour cela que vous avez moins ici et moins ici. Et vous avez un plus. Donc, vous avez 2 plus et 2 moins. Parce que la molécule H2O est neutre. Molécule H2O est neutre.
Et donc, là, vous avez un moment dipolaire que je peux définir au niveau de OH, qui dirige toujours de la charge moins vers la charge plus. Il y a un moment dipolaire au niveau de l'autre liaison OH, POH, qui est dirigé de moins vers plus. Et le moment dipolaire total de la molécule H2O, c'est tout simplement la somme. Celui-là plus celui-là, ça donne bien sûr le moment dipolaire de H2O. Bon, c'est juste un calcul, hein, construit sur 2. Et là, on sait que alpha, c'est une donnée qui est égale à 104. L'essentiel, alors l'intérêt de moment dipolaire, c'est que je peux traiter un milieu constitué par des molécules comme étant un ensemble de dipôles électriques. Une flèche de longueur Q fois NP, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, vecteur polarisation? Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Alors, regardez, si je prends, on considère un milieu diélectrique polarisé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire polarisé? Ça veut dire que vous avez une charge plus et une charge moins. Par exemple, H2O, je peux le considérer comme un milieu polarisé parce que vous avez des charges plus. H+, si vous avez au niveau de l'oxygène, vous avez les moins. Et donc, indépendamment de la cause de polarisation, alors s'il vous plaît, il y a des milieux diélectriques, les ont déjà polarisés par nature. Ils sont polarisés. Ça veut dire polarisé, ça veut dire que vous avez le barycentre des charges positives est différent de barycentre des charges négatives. Par exemple, ici, vous voyez, pour la molécule HCl, c'est un milieu, si vous voulez, polarisé, parce que vous avez les charges négatives sont séparées de charges positives. Là aussi, pour la molécule H2O, le barycentre des charges positives, vous avez la charge positive ici, en haut, et une autre en bas. Donc, le barycentre de charges positives, c'est au milieu de l'atome HA et l'atome H2. Ça veut dire à ce niveau-là. Et le barycentre de charge négative, c'est au niveau de l'oxygène. Donc, vous voyez, les charges négatives, ils sont ici. La charge positive, le barycentre, c'est ici. C'est pour cela, vous avez un P qui est dirigé de ce point-là et dans cette direction. Pourquoi dans cette direction? Parce que c'est G+, le barycentre de charge positive, c'est la moitié, bien sûr, de la distance entre H et H'. H0 et H2. Voilà. Et donc, supposons, par exemple, que vous avez un milieu qui est non polarisé. Ça veut dire qu'au départ, vous avez la charge positive qui est confondue avec la charge négative. Là, vous avez le barycentre de charge positive qui est confondu avec le barycentre de charge négative. À votre avis, si j'applique un champ E, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous avez une charge positive confondue avec une charge négative. Ils sont sur le même point au départ. Et après, vous avez mis ces charges-là dans un champ E. Qu'est-ce qui va se passer? Séparation des deux charges. Très bien, on aura séparation des deux charges. Bravo. Merci beaucoup. Donc, on aura une charge qui va se déplacer. La charge plus, par exemple, va se déplacer dans le sens de E. Et la charge négative va se déplacer dans le sens opposé. Alors, s'il vous plaît, regardez au tableau. Et avant de finir, hein. Alors, imaginez que Alors, imaginez que vous avez une charge de Q qui est confondue avec la charge moins Q. Ils sont confondus à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? G+, est confondu avec G-. Je considère à T égale à 0, avec un champ E différent de 0. Pour un champ extérieur, égale à 0. Alors, imaginez maintenant que le champ E soit différent de 0. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On aura la charge Q, il va se faire l'effet de F, que je note F+, qui est égal à Q fois E. Je suppose par exemple que E est dans ce sens-là.
c'est un champ E qui est dans ce sens-là. Et la charge moins, il va se vérifier de E toujours, qui est égal à moins Q fois E. Alors, F, il a la même sens de E pour la charge Q, ça veut dire que Q va se déplacer dans ce sens-là. Ça veut dire, tout à l'heure, le Q plus, il était ici, maintenant, il arrive à ce niveau-là, je note c'est Q plus, et Q moins, il va se déplacer dans le sens opposé. Donc, on aura Q moins ici. Et là, vous voyez, ça, ce qu'on appelle le G moins, c'est la partie négative. Et là, vous avez le G plus, c'est P. Donc, vous voyez, on a créé un dépôt. On a arrivé à séparer, bien sûr, la charge Q plus de la charge Q qui est moins. À votre avis, pourquoi cette charge-là ne continue pas son mouvement dans cette direction? Pourquoi il s'arrête à ce niveau-là, la charge Q plus, par exemple? De même pour la charge moins. Oui? La force d'interaction entre les deux charges. Ça, c'est bon, d'une part. D'autre part, c'est que tout à l'heure, on a dit que un milieu diélectrique, c'est un isolant. Ça veut dire que les charges ne peuvent pas se déplacer à longue distance. Tout à l'heure, je disais qu'elle a les charges. Les charges d'un milieu diélectrique sont liées. Ils sont liés. Voilà. Là, j'ai dit qu'ils sont liés et ne peuvent pas se déplacer librement sur de longues distances. Ils peuvent se déplacer, mais ils font des petits déplacements. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas se déplacer à grande distance. Vous êtes d'accord? Donc, parce qu'il n'est pas libre. Tu vois bien? C'est vrai, le Word est compliqué, donc on ne peut rien. Alors, donc on considère un milieu diélectrique polarisé. Ratchez-vous les applications, vous allez voir que c'est facile par la suite. Donc, si je considère un milieu diélectrique polarisé, polarisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des séparations des charges, vous avez des dépôts, des charges positives, charges négatives. Par exemple, là, sur le tableau, regardez, donc là, vous avez un milieu, et vous avez un milieu diélectrique, et vous avez des petits dipôles. Un dipôle, donc vous avez un dipôle. Voilà, vous avez des petits dipôles. Lorsque j'écris pi, P, c'est quoi? C'est une flèche. La flèche, ça veut dire ici, vous avez la charge moins Q, et là, vous avez la charge plus Q. Une flèche, ça veut dire que vous avez deux charges. Alors, ça, c'est, attention, s'il vous plaît, la distance, est-ce que vous avez une idée sur la distance LP? Par exemple, si je prends le cas de l'atome d'hydrogène, est-ce que vous avez une distance? Alors, pour l'atome d'hydrogène, j'ai dit que P est égal, par exemple, pour donner un ordre de grandeur, c'est égal à la charge de l'électron fois N. Bien, par exemple, si vous prenez la molécule HCl. Si vous prenez la molécule HCl, ça c'est la variation des charges positives, variation des charges négatives. Donc ce monde bipolaire, celui-là, c'est égal à quoi? C'est égal à delta E, c'est la charge Q fois N. Alors qu'ici, on colombe qui est égal à l'ordre 10 puissance moins 19, c'est pour la charge, c'est un ordre de grandeur, fois N. À quoi c'est égal à N? La distance entre H et Cl, c'est la liaison chimique. Un ordre de grandeur de la liaison chimique. Ou le rayon de l'atome. L'ordre de grandeur. Il y a un mètre. Très bien, c'est l'ordre de grandeur. Voilà. C'est 10 puissance moins 9. Ça veut dire la longueur de P, regardez, la longueur de P est égale à 10 puissance moins 19 fois 10 puissance moins 9.
la longueur de P. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est très, 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 très petit. Vous êtes d'accord? Donc, ce que je viens de schématiser ici, c'est une flèche, bien sûr, attention, de longueur 10 puissance moins de module 10 puissance moins 20, moins 28, moins 29. Ça veut dire que c'est à l'échelle microscopique. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je peux traiter, je ne peux pas traiter un seul épaule, je vais prendre un élément de volume de temps. Et pour cet élément de volume de temps, je peux définir ce qu'on appelle un moment dipolaire dp. مثلا شي واحد كناخذ بزاف en fait c'est la somme c'est la somme. Donc dans l'élément du temps. Et on peut définir ce qu'on appelle le vecteur polarisation. Donc vecteur polarisation. Après vous allez dire polarisation non TP est égal à d de P. Ça c'est petit p, hein? D de petit p sur des temps. Je vous dis, le vecteur polarisation, c'est une grandeur qui est liée au moment dipolaire. C'est macroscopique. Hein? Donc, ça c'est microscopique. D de P, c'est le moment dipolaire et D c'est le volume. Donc, voilà. P est égal à dp sur d temps. Quelle est l'unité de P? L'unité de P. Et on va s'arrêter à ce stade. Quelle est l'unité de P? Colombe moins 2. Colombe moins 2, très bien. Alors, il y a des unités, donc le moment dipolaire, après le polarisation, qui quantifie l'aspect macroscopique. Colombe mètre moins 1. Là, moins 2. P c'est le moment dipolaire. DP DP صغيرة c'est le moment. Mademoiselle, شوفي لي في PDF. Mademoiselle, s'il vous plaît, PDF. Donc P est égal à D petit p sur D taux. D petit p, c'est quoi D petit p? C'est le moment dipolaire. Et le moment dipolaire, c'est la charge fois la distance. Donc c'est coulomb mètre. Et là, vous avez D taux. C'est le volume élémentaire. Donc, coulomb mètre divisé par mètre 3. Donc, c'est coulomb mètre moins 2. D'accord, monsieur, merci. C'est bon? Voilà, donc on va s'arrêter à ce stade. Je vous dis, quand même le reste, vous allez voir, c'est facile. Hein? Donc, le reste, donc on va s'intéresser par la suite juste ce paramètre-là. Ou les ramadan, comme dit. Et à travers, bien sûr, en utilisant l'expression, bien sûr, de P, je peux définir pas mal de paramètres qui caractérisent le milieu électrique. OK? Je crois que nous pouvons avoir l'Aïd. Voilà, donc on va s'arrêter. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Merci. Merci.